Ce journal vous est présenté par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. À la une, après de moments d'internement, les discussions de Doha devraient reprendre cette semaine. C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a annoncé. Le chef de l'État a fait savoir qu'une fois ce pourparlers se conclut, en tout cas, le processus de paix devrait accélérer avec notamment des accords en vue tête-à-tête entre lui, le président Kagame et le président américain Washington. Détail dans cette édition du journal. À la une également, alors que la vie devient de plus en plus chère en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, un petit marché situé à quelques kilomètres seulement sur la route menant vers la localité de Miabi continue de faire vivre de familles. Le marché Mukeba se distingue par ce prix mettant également dans cette édition de The Reportage spécial de Daniela Kalala de retour de Mbuji-Mayi. À la une également, la Zambie, la transition numérique s'accélère avec un ambitieux programme de formation des agents agricoles outils digitaux soutenu par l'autorité zambienne de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette initiative vise à moderniser la production agricole, améliorer le rendement et renforcer l'accès au marché. Les détails également dans ces journaux. Bienvenue à tous. Bonsoir, vous êtes 2 millions à nous suivre à travers le monde, à travers nos réseaux sociaux, à travers toutes les plateformes numériques. Bienvenue, vous êtes sur Géopolitique Télévision. Et je le disais au sommaire, après de moments d'internement, les discussions de Doha devraient reprendre cette semaine. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a annoncé. Fait savoir qu'une fois le pourparlers de Doha conclu, le processus de paix devrait s'accélérer, notamment avec des accords en vue devant le président américain Donald Trump. Au-delà des accords à venir pour la RDC, ce qui se négocie aussi à Doha, c'est la disparition, peut-être la forme actuelle du mouvement du M23. L'Alliance Fleuve Congo devra se transformer en tout cas à une autre forme d'organisation, peut-être politique. Regardez. Il y aura un accord signé devant le président américain Donald Trump pour Il y aura un accord signé devant le président américain Donald Trump pour En bref, alors que la conférence CNN Global Perspective en Afrique, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a rappelé à la paix dans l'est du pays et à des partenariats miniers équitables en tout cas. Elle a dénoncé l'implication du Rwanda dans les violations et rappelé le lourd bilan humain du conflit. La chef du gouvernement de la RDC a également présenté une vision pour une exploitation minière transparente et locale capable de créer emplois et opportunités pour la jeunesse congolaise. Il a réaffirmé il a appelé tous les acteurs à s'impliquer justement pour mettre fin à ce conflit en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Dans les territoires de Walikale, la situation de ménages retournés dans le groupement Ikobo demeure alarmante face à des conditions de vie précaires. Ces familles luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, notamment en matière de nourriture, de soins médicaux et d'éducation. John Banyenge, président de la société civile au Nord Kivu, joint au téléphone par Giginende. En tout cas, la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, accueille depuis ce lundi 3 novembre 2025 la deuxième édition de la conférence sur le mine, l'énergie et les infrastructures. Cette rencontre qui réunit plusieurs personnalités du monde scientifique, économique et politique vise à passer en revue les richesses naturelles de cette province et à attirer d'investisseurs pour accélérer son
développement selon les organisateurs et des réflexions sur ces problématiques en tout cas afin de proposer des solutions durables pour transformer les ressources du Maniema en levier de développement inclusif. Nous y reviendrons également avec force détail dans nos prochaines éditions. Moins d'un mois après une première intervention, la Banque centrale du Congo procède à une deuxième vente de devises ce 3 et 7 novembre 2025 afin de stabiliser le taux de change. Une mesure qui est partagée par l'opinion entre scepticisme et soutien. L'économiste Alexandre Choué livre son analyse en reportage de Gigi Nende et Daniela Kalala. La deuxième injection de devises par la Banque centrale du Congo prévue pour ce 3 novembre laisse l'opinion publique partagée. Pour la BCC, cette opération vise à stabiliser le taux de change et à apaiser les tensions sur le marché de change. Cependant, sur le terrain, les effets tardent encore à se faire sentir. Dans le marché, les prix ont à peine été revus à la baisse malgré la première intervention de la Banque centrale qui avait permis l'appréciation du franc congolais face au dollar. Cette situation alimente le scepticisme de plusieurs opérateurs économiques qui craignent que ces injections ne constituent qu'un soulagement temporaire sans impact durable sur l'économie. D'autres en revanche, comme Alexandre Choué, saluent l'initiative de la BCC, y voyant une mesure de fermeté face à la spéculation et une intervention nécessaire pour soutenir la monnaie nationale. Si aujourd'hui la Banque centrale envisage de faire une nouvelle intervention sur le marché, c'est parce que après que le taux ait baissé jusqu'à atteindre même 1900 à un moment donné, la tendance à la hausse s'observe et donc l'action envisagée récemment ici serait de nature à vouloir casser cette tendance à la reprise. C'est normal, ça se justifie. Donc c'est tout à fait normal, mais j'insiste, il serait important que chaque fois qu'on envisage ce genre d'action, que l'on ait des objectifs clairs. On est à tel niveau, on va aller à tel niveau, on doit stabiliser. Et si on prend telle orientation, voici ce qu'on doit faire concrètement pour que les différents segments ou composantes de la politique économique puissent se mettre à l'unisson. Reste à savoir si ces injections répétées des devises permettront de stabiliser durablement le franc congolais ou si elles ne feront qu'atténuer momentanément les symptômes d'un problème économique plus profond. À Kinshasa, cette fois-ci, les opérateurs de véhicules, en tout cas les propriétaires de véhicules, ont obtenu un moratoire à la régie des fourrières et des contrôles techniques et a accordé 14 jours supplémentaires pour effectuer les contrôles techniques et volontaires, soit jusqu'au 16 novembre prochain à minuit. Cette décision fait suite aux demandes de la Fédération des entreprises du Congo et de l'Association de chauffeurs du Congo. Le bouclage débutera finalement le 17 novembre prochain sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Patience le kéké pour le reportage. L'opération de vérification des certificats de contrôle technique des véhicules, initialement prévue pour ce lundi 3 novembre à Kinshasa, est officiellement reportée au lundi 17 novembre. L'annonce a été faite par le ministre provincial de Transport, Jésus Noël Tchéké, lors d'une intervention sur la chaîne nationale. Selon le ministre, cette décision fait suite à l'engouement observé dans le centre des contrôles techniques de la ville et à la volonté de l'exécutif provincial de permettre à tous les automobilistes de régulariser leur situation dans de bonnes conditions. Cette mesure fait également suite aux sollicitations formulées par la Fédération des entreprises du Congo FEC, l'Association des chauffeurs du Congo ASECO et l'Association des chauffeurs du Congo urbain ACHACO. Ces organisations ont plaidé pour un prolongement afin de répondre à l'engouement croissant observé dans les centres de contrôle technique de la capitale. Le contrôle technique des véhicules est une mesure de sécurité routière visant à prévenir les accidents dus à des défaillances mécaniques. Les autorités appellent les automobilistes à profiter de ces délais pour se conformer à la réglementation en vigueur. La RFCK invite une fois de plus les automobilistes à profiter de cette ultime prolongation pour se conformer aux exigences du contrôle technique, gage de sécurité routière et de bonne gouvernance urbaine. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Dieudonné Bouanali, qui est directeur du magazine Géopolis Magazine. Bonjour Dieudonné. Bonjour José Junior Wawa, bonjour aussi à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, la première question, quelle est l'importance d'un contrôle technique obligatoire, surtout pour les véhicules? Est-ce qu'il est légal finalement en RDC?
Obligation légale prévue dans les codes de la route de la République démocratique du Congo, les contrôles techniques est très crucial pour assurer la sécurité des usagers de la route, prévenir les accidents dus aux défaillances techniques diverses, réduire la pollution de l'air et aussi limiter les émissions des véhicules non conformes et garantir que les parcs automobiles en République démocratique du Congo respectent les normes techniques nationales et internationales, contribuant ainsi à des routes plus sûres et respectueuses de l'environnement. Alors, il y a beaucoup qui sont plutôt réticents justement à participer à cette opération organisée par le gouvernement provincial de Kinshasa, mais certains automobilistes, c'est particulièrement bout de l'opération. Et pourquoi? Comment ça s'explique cette méfiance vis-à-vis de cette mesure de l'autorité municipale urbaine? Premièrement, pour répondre à votre question, ce ne sont pas tous les automobilistes qui boudent l'opération contrôle technique automobile lancée par l'exécutif provincial de Kinshasa. Mais reconnaissons tout de même que la majorité boude cette opération pour plusieurs raisons. Certains chauffeurs contactés par la rédaction de Géopolis Télévision ont dit que cette opération est très coûteuse. L'hôtel de ville a fixé des tarifs exorbitants hors des prix et non accessibles à tout le monde. Deuxièmement, certains automobilistes pensent que l'hôtel de ville a mis la charrue avant le bœuf. Pour eux, pour cette catégorie, il faudrait d'abord terminer tous les chantiers de réhabilitation et de modernisation de la voirie publique ouverts ça et là sur toute l'étendue du territoire de la ville de Kinshasa. Et ensuite, quand ils auront des routes en bon état, ils pourront maintenant faire les contrôles techniques parce qu'ils reprochent à l'hôtel de ville de lancer cette opération pendant que nos routes se trouvent dans un état piteux et qui occasionne des pannes. Je vais terminer par là, par cette question. Quand il parle, par exemple, que l'opération, comme la facture est salée pour cette opération, est-ce qu'on peut avoir une idée? Qu'est-ce que ça représente? Bon, je n'aimerais pas faire la publicité de la direction générale des fourrières et des contrôles techniques à Kinshasa. Je donne seulement les plafonds. Et ces prix varient de $50 à $100 américains et ça dépend des types de moteurs, le nombre de chevaux vapeur. Il y a des prix pour des petits véhicules et des véhicules moyens, des petits camions, des jeeps, voitures de luxe. Et puis il y a des prix pour des tarifs, voulais-je dire, pour les camions et poids lourds. Déjà payé $50 pour un véhicule et quand vous multipliez au nombre de véhicules que nous avons dans la ville de Kinshasa, dont le nombre dépasse 1 million de véhicules pour ces automobilistes, ils disent non, aujourd'hui on parle c'est beaucoup. De 8 millions d'automobilistes. Voilà, pour eux, ils sont plus pour un prix accessible et puis ça va permettre à tout le monde de payer ces montants et de renflouer les caisses de l'État. Voilà, on est pris par les temps. Dieudonné, dernière question. Qu'est-ce qui arrive aux véhicules qui ne rempliraient pas de conditions au moment de ce contrôle? Ça, c'est une très bonne question, José Gino. Selon la loi, les véhicules qui ne remplissent pas les conditions prévues par la loi, les derniers arrêtés du ministre des Transports et Voies des Communications et les dispositions du Code de la route, est retenu et envoyé à la fourrière. Certains véhicules qui ont de petits problèmes, on va les lister et on demande aux propriétaires du véhicule d'acheter les pièces de rechange avant que ces véhicules puissent de nouveau rouler sur la chaussée publique. Il y va de la sécurité routière, de la vie de tout le monde. Et aussi, il y a derrière cette activité, le gouvernement provincial ne poursuit pas seulement l'objectif de l'ICRE, c'est-à-dire renflouer les caisses de l'exécutif provincial, mais protéger les citoyens contre les accidents de la route et surtout diminuer
l'air d'ombre. Merci beaucoup des données, Bonali. On se retrouve très prochainement, peut-être dans une émission spécialisée pour en parler en profondeur. On poursuit ce journal justement dans la ville de Mbujimayi. Là, nous sommes dans la province du Kasaï oriental, justement au centre du pays, alors que la vie devient de plus en plus chère en Mbujimayi, un petit marché situé à quelques kilomètres seulement de la ville sur la route menant vers la localité de Miabi, continue de faire vivre de milliers de familles. En tout cas, le marché Moukeba se distingue par ses prix nettement plus bas que ceux pratiqués au centre-ville. Sur place, les produits de première nécessité se vendent entre 200 et 15 000 francs congolais. Ce reportage est signé Daniela Kalala et Croyance Sansa. À Mbujimayi, sur la route qui mène vers Miabi, se trouve un petit marché particulier, le marché de Moukeba, un nom hérité du centre de santé portant le même nom, situé dans la zone de santé de Chisimbi, à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ici, on ne vend pas pour s'enrichir, mais simplement pour survivre. Dans ces coins populaires, le prix défie toute logique économique. Des biens qui peuvent valoir jusqu'à 5 000 francs se négocient parfois à 200 francs seulement, à l'exemple de la poule qui coûte 13 000 et 15 000 francs congolais. Avocat, bibota, 200, 500. Nazoteka basoso ezama 15 000 ma 13 000. Biloko ya kochana ngo na teki madesa matomata 300 isatu 1500. Pour beaucoup de femmes vendeuses, l'essentiel n'est plus le bénéfice, mais la possibilité de ramener quelque chose à la maison à la fin de la journée. Une réalité qui traduit le coût de la vie devenu insupportable à Mbujimayi, mais aussi la débrouillardise d'une population qui refuse de baisser les bras. Alors, dans le secteur d'éducation, les élèves de la République démocratique du Congo qui ont repris le chemin de l'école ce lundi 3 novembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national après une détente, en tout cas scolaire, marquant la fin de la première période, conformément au calendrier engagé pour l'année 2025-2026 par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Cependant, dans le territoire de Nyunzu, dans la province du Tanganyika, le cours n'aura toujours pas repris depuis près de 3 mois. Didier Ilunga pour le reportage. Les enseignants de la sous-division de l'éducation nationale en territoire de Nyunzu, dans la province du Tanganyika, sont depuis plusieurs mois en grève pour réclamer leur salaire du mois d'août, septembre et octobre dernier. Des mouvements de colère se sont intensifiés et ont dégénéré la semaine dernière en manifestations violentes, impliquant à la fois enseignants et élèves. Ces enseignants grévistes se disent ne pas vouloir reprendre le cours tant que leurs arriérés ne seront pas versés. La grève, les violences ont plongé en ces jours le secteur de l'éducation de ce coin dans une crise profonde. Ce lundi 3 novembre 2025, les cours n'ont pas toujours repris, faute du versement de salaire de 3 mois par la Banque Afriland. Par rapport à la situation qui se passe à Nyunzu, les enseignants n'ont pas repris les cours aujourd'hui, lundi, le 3 novembre, et ils disent qu'ils ne peuvent pas reprendre les cours tant que la Banque Afriland ne paie leur salaire de 3 mois. Et nous, au niveau provincial, nous sommes en train de pousser pour que la Banque Afriland paye les enseignants. Et la fois passée, ils ont même remis les numéros de leur directeur général au niveau de Kinshasa pour demander la paie. Cela montre que au niveau provincial, ils ont catégoriquement échoué, visiblement échoué. Et nous sommes en train d'entrer en contact avec la direction générale qui jusque-là n'a pas encore donné une réponse favorable. Et nous avons bien jugé d'écrire une lettre pour délocaliser les enseignants des Afriland. Notons que les professionnels de la Craie Blanche ont entamé la grève sèche depuis le mois de septembre dernier.
Restons dans le secteur de l'éducation maintenant au supérieur. Ce 1er novembre, l'Université moderne de Kinkole a accéléré une double cérémonie, en tout cas la remise de diplôme aux lauréats de l'année écoulée et l'ouverture officielle de l'année académique 2025-2026. L'événement s'est déroulé en présence du sénateur Bahati Lukwebo, invité d'honneur, qui a réaffirmé son engagement en faveur de l'enseignement supérieur en sa qualité de professeur et partenaire de l'éducation de l'établissement. Un moment fort empreint de fierté et d'émotion partagé entre les élèves, en tout cas les diplômés, les étudiants et le corps académique. Mariam Likio et Stani Samba pour le reportage. À l'Université moderne de Kinkole, ici à Kinshasa, l'atmosphère était en empreinte d'émotion et de fierté ce week-end. L'établissement a organisé une cérémonie académique symbolique à Lyon, à la remise officielle des diplômes aux lauréats de l'année écoulée et l'ouverture solennelle de la nouvelle année académique 2025-2026. Le recteur de l'université a salué la présence de ses partenaires et a adressé un bilan de l'année passée, exprimant l'espoir que l'année à venir sera encore plus riche en succès et d'accomplissement pour les étudiants. Qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers, parmi lesquels je prends en premier le président Modeste Bahati Lukwebo. Je m'en vais remercier la radio Top Congo et la plateforme médiatique audiovisuelle Géopolis, nos partenaires de tous les temps. Je souhaite donc la bienvenue aux nouveaux étudiants qui nous rejoignent. Chers jeunes, vous êtes à l'aube d'un parcours que j'espère sera jalonné de succès et d'épanouissement personnel. Le sénateur Bahati Lukwebo, également professeur, a tenu à soutenir l'événement. Il a insisté sur l'importance de l'uniformité de la rentrée académique à travers la République démocratique du Congo, un pilier essentiel pour le renforcement du système universitaire national. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est qu'il ne pourra jamais exister deux dates de rentrée. Mais il peut y avoir l'élasticité pour des raisons tout à fait évidentes. Vous savez, notre pays traverse des moments de turbulence. Ceci peut faire que dans une institution de formation académique, on puisse connaître des retards, mais le ministère en charge de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique ne communique qu'une seule date. Cette double cérémonie symbolise un nouveau départ pour les étudiants et rappelle que l'éducation demeure un levier indispensable pour bâtir une société plus juste, compétente et tournée vers l'avenir. De la capitale congolaise qui accueille justement l'ouverture de la clôture de la 21e édition de la conférence des organisations de la société civile du bassin du Congo organisée par Greenpeace Afrique au cercle Elaïs dans la commune de la Gombe. L'événement a rassemblé de membres de la société civile venus de plusieurs pays d'Afrique autour des enjeux liés aux droits de peuples autochtones et à la préservation de forêts. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, a pris part aux échanges pour aborder les défis persistants en matière de gouvernance environnementale et d'inclusion de communautés locales. Myriam Likio pour le reportage. L'événement a réuni plusieurs membres de la structure venus de différents pays d'Afrique, tous engagés dans la lutte pour la défense de l'environnement et la protection des droits des peuples autochtones. La ministre congolaise de l'Environnement, Marie Nyangue, a pris part à la conférence et, dans son discours, elle a souligné l'importance d'un effort collectif pour protéger les forêts et défendre les droits des peuples autochtones. Je voudrais ici, avant de commencer mon propos, adresser mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, qui ne cesse d'aménager ses efforts pour nos forêts, pour leur préservation, pour la préservation de la biodiversité et aussi et surtout pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones et des communautés locales.
Georges Milundu, coordonnateur de Greenpeace RDC, a expliqué que leur organisation travaille aux côtés de la société civile pour soutenir les actions en faveur de l'environnement et des droits des communautés locales. En accompagnant les organisations de la société civile, c'est que nous collectons les problèmes que nous disons, les problèmes communs, et nous pensons qu'il y a 3 grandes recommandations. La première, c'est lorsqu'il s'agit des mécanismes de financement forestier. Et nous, notre rôle, c'est constituer, disons, un catalyseur entre les gouvernements. Les représentants de chaque structure, à leur tour, ont clôturé l'activité en donnant le compte rendu de cette conférence. Conférence des organisations de la société civile du bassin du Congo, dialogue à l'action, construire un front régional uni pour le climat, les forêts et les peuples du bassin du Congo. Kinshasa, plus de projet du Congo, 31 octobre 2025, déclaration de Kinshasa. Nous, représentants des organisations de la société civile, des peuples autochtones et des communautés locales, des autorités traditionnelles, des leaders communautaires et des institutions publiques des pays du bassin du Congo, réunis à Kinshasa pour la 2e édition de la conférence du bassin régional des OSC, affirmant notre engagement commun à défendre les droits des communautés, à protéger les forêts et à promouvoir une gouvernance climatique juste, inclusive et transparente. Cette conférence aura permis de faire entendre une fois de plus la voix des peuples autochtones marginalisés, mais pourtant au cœur de la préservation de forêts du bassin du Congo. Et en sport, cette fois-ci, le tirage au sort des interclubs de la CAF s'est déroulé ce lundi 3 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Si Lupopo hérite d'un groupe très élevé en Ligue des Champions, l'association Magné-Magnon devra, elle, bataille dure dans un groupe plutôt à sa portée en Coupe de la Confédération. Ce que nous dit Blaise Zola dans son reportage. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération a livré son verdict. Qualifié pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, le FC Saint-Éloi Lupopo hérite d'un groupe relevé avec 3 poids lourds du continent. Les cheminots évolueront dans le groupe C aux côtés du MC Alger, de Mamelodi Sundowns et d'Al Hilal Omdurman du Soudan. 3 adversaires expérimentés, tous déjà passés par la RDC pour y affronter le TP Mazembe lors des éditions précédentes. Les hommes de Guy Bukassa devront notamment se mesurer aux Brésiliens d'Afrique Mamelodi Sundowns, champion d'Afrique en 2016. Lupopo retrouvera également le Mouloudia Club d'Alger, un habitué des compétitions interclubs, et Al Hilal, géant soudanais au riche palmarès. De son côté, l'association sportive Magné-Magnon de Kindu, unique représentant congolais à la Coupe de la Confédération, est quant à elle logée dans le groupe B en compagnie des équipes suivantes. Le Wydad de Casablanca du Maroc, Azam FC de la Tanzanie dirigé par Florent Ibenge et qui compte Jefté Kitambala en attaque, mais aussi Nairobi United du Kenya. Notons que la phase de groupe des interclubs de la CAF débutera le 22 novembre prochain. Ce journal, c'est aussi la page internationale. Et en dehors de nos frontières, allons justement en Angola, l'Angola qui veut renforcer le poids de son secteur industriel dans l'économie nationale. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguez de Oliveira, a annoncé l'objectif de faire passer la part de l'industrie hors pétrole et gaz de 7,5% à 10% du produit intérieur brut d'ici 2027. Une ambition portée par une volonté de diversification de l'économie, de création d'emplois et de développement durable dans un pays encore fortement dépendant des hydrocarbures. Patience Lokeke. L'Angola veut accélérer sa transformation industrielle. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a présenté le 29 octobre 2025 les ambitions du gouvernement lors d'un panel sur le financement des infrastructures en Afrique. D'ici 2027, la part de l'industrie dans le PIB hors pétrole et gaz pourrait passer de 7,5% à 10%. L'objectif, faire de ces secteurs un moteur durable de croissance et de création d'emplois pour une
population jeune et en forte expansion. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de diversification économique. Aujourd'hui, les hydrocarbures représentent encore près de 60% du PIB et 95% des exportations angolaises. Le gouvernement mise sur une industrialisation renforcée soutenue par le programme d'industrialisation accélérée du continent africain lancé par l'Union africaine et adopté à Luanda. Le ministre angolais a insisté sur la nécessité d'une industrialisation intégrée en synergie avec d'autres secteurs comme l'agriculture afin de favoriser une croissance inclusive. Sous la présidence de João Lourenço, l'Angola entend poser le base d'une économie plus diversifiée et résiliente avec l'objectif de 10% du PIB industriel d'ici 3 ans. Le pays affiche sa volonté de transformer l'industrie en véritable levier de développement durable pour l'avenir. Restons en Afrique australe pour vous parler de la Zambie. La Zambie qui accélère sa transition numérique avec un ambitieux programme plutôt de formation des agents agricoles aux outils digitaux, vous le verrez, soutenu par l'autorité zambienne de technologie de l'information et de la communication. Cette initiative vise à moderniser la production agricole, améliorer les rendements et renforcer l'accès au marché avec une ambition claire. Retenez bien, atteindre 10 millions de tonnes de maïs et intégrer pleinement les petits exploitants dans la chaîne de valeur d'ici 2031. Patience Lokeke. En Zambie, l'agriculture entre dans l'ère numérique. Les autorités ont lancé un vaste programme de formation destiné aux agents agricoles pour renforcer leurs compétences digitales. Objectif, moderniser les secteurs, améliorer la collecte des données en temps réel et permettre aux petits exploitants d'accéder plus facilement aux intrants, aux machines et aux marchés. Avec les soutiens de l'autorité zambienne d'éthique, 550 tablettes ont déjà été distribuées dans 20 districts. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale qui vise d'ici 2031 de production annuelle de 10 millions de tonnes de maïs et 1 million de tonnes de blé et de soja. Selon les experts, la digitalisation pourrait générer 300 000 emplois et créer plus de 46 millions de dollars de valeur ajoutée. La digitalisation vise à améliorer la productivité et l'accès au marché grâce à des outils comme le système d'information sur le marché agroalimentaire et les programmes électroniques de bons pour intrants agricoles. Selon la GSMA, l'adoption de ces technologies pourrait augmenter le rendement de 10 à 20%, générer 300 000 emplois et près de 46 millions de dollars de valeur ajoutée d'ici 2028. Le secteur agricole représente 23% des emplois, mais seulement 3% du PIB, soulignant les potentiels de croissance offerts par le numérique. Tout de suite, la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue qui revient largement sur la conférence de Paris. Géopolice Hebdo relève que, après des moments d'atermoiement, les discussions de Doha devraient reprendre cette semaine même. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui l'a annoncé devant la communauté congolaise d'Égypte. Le chef de l'État a précisé que ce n'est qu'après cela que Washington, qui attend la conclusion de cet accord, va convoquer le président rwandais et moi-même autour du président Donald Trump afin d'entériner finalement le désaccord Doha et Washington, une perspective de relance du processus de paix, alors que, rappelle le journal, la RDC ne s'est pas avouée vaincue après l'impasse des discussions de Luanda. Mais la référence plus met en évidence les contrastes entre cette ouverture et la réalité diplomatique. Le ton est de nouveau monté entre Kinshasa et Kigali, notamment lors de la conférence de Paris sur la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Les tabloïds notent que le lendemain du rejet des sommets tendus par Kigali, le président congolais espérait encore une réponse du Rwanda. Mais à l'absence de cette offre, les deux camps se sont montrés très offensifs.
À propos de l'ouverture de l'aéroport de Goma, la Référence Plus estime que la question est devenue plus politique et technique, soulignant la pression internationale exercée par les médiateurs américains et qatariens, comme l'a rappelé Emmanuel Macron. De son côté, Africa News introduit une nuance intérieure. Monseigneur Mouteba apprécie les initiatives internationales, en particulier celle de Paris, mais estime que le moment est venu pour le gouvernement d'agir. Selon la Senko, le président Tshisekedi doit faire avancer les processus de réconciliation, tout en reconnaissant les efforts diplomatiques à Washington, Doha et Paris. Le prélat catholique affirme: nous pouvons aller à Washington, à Doha, à Paris, mais les véritables enjeux se jouent sur place. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se rassembler autour d'une table. Une position qui met en balance l'effort international et la responsabilité nationale. Enfin, Congo Nouveau déplace les débats sur le terrain politique interne. Le journal met en garde: traquer sans motif valable ceux qui n'appartiennent pas aux institutions, c'est ouvrir la voie à la clandestinité politique, car lorsqu'on prive l'opposition de ses droits fondamentaux, on crée les conditions de sa radicalisation. Et d'ajouter: une démocratie forte n'a rien à craindre d'une opposition organisée. Seule une gouvernance fragile redoute la contradiction. Dans un ton plus solennel, le tabloïd rappelle que la liberté d'association, d'opinion et de participation politique ne sont pas des privilèges octroyés par le pouvoir, mais des droits constitutionnels. C'est par ces commentaires sur la suspension des 13 partis politiques de l'opposition que se referme cette revue de presse. Au revoir et bon début de semaine chez vous. C'est avec cette revue de presse de Don Moment que nous bouclons ce journal dont je vous rappelle le principal des articulations. Au sommaire, après deux moments d'internement, les discussions de Doha devraient reprendre cette semaine. C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a annoncé. Le chef de l'État a fait savoir qu'une fois ce pourparlers se conclut, en tout cas, les choses pourront évaluer notamment la transformation du statut actuel du M23, la rébellion qui occupe l'Est de la RDC depuis plusieurs années. Alors que la vie devient de plus en plus chère dans la ville de Mbuji-Mayi, un petit marché situé à quelques kilomètres seulement sous la route menant vers la localité de Miabi continue de faire vivre de familles. Le marché Moukeba se distingue après notamment autour de ces prix qui sont nettement bas quand se pratique par rapport au centre-ville. Vous avez suivi le reportage complet dans cette édition d'information. À la une également, c'était la Zambie où la transition numérique s'accélère avec ambition. En tout cas, la formation des agents agricoles et aux outils digitaux soutenus par l'autorité zambienne des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette initiative vise à moderniser la production agricole, améliorer les rendements et renforcer l'accès au marché commun. Vous l'avez suivi également dans ces journaux. Restez branchés à nos programmes. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.